Ravi de vous retrouver dans la grande édition d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. La Confédération des États du Sahel envisage la création d'une force unifiée pour renforcer les opérations conjointes et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Les détails dans cette édition. Sur les 122 millions de réfugiés à travers le monde, le Mali compte plus de 137 000. C'est un chiffre donné par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés inquiète notre pays. Les explications dans quelques instants. Le témoignage tant attendu de l'ancien Premier ministre d'Ibeka, Oumar Tatandi, par le tribunal sur l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires a finalement eu lieu ce vendredi. Ce témoin clé a nié toute implication dans cette affaire d'achat des équipements militaires et qui remonte au début du premier mandat du défunt président. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Coopération Mali-Russie, une délégation de haut niveau attendue à Moscou ce samedi. Dans le cadre du renforcement des excellentes relations bilatérales stratégiques déjà existantes entre le Mali et la Russie, une délégation malienne de haut niveau effectuera du 21 au 26 juin 2025 une visite officielle à Moscou. Par cette visite de 6 jours, les deux pays veulent redynamiser leur coopération en signant des accords de partenariat dans les domaines prioritaires tels que la défense, l'énergie, l'enseignement supérieur. Suivant. Comme annoncé par la cellule de communication de la présidence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sera en visite officielle dans la capitale de la Russie. Cette visite, selon la même source, résulte de la diversification des partenariats opérés par les autorités maliennes depuis 2021 et permettra de renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Russie. En plus de cela, cette visite du général d'armée Assimi Goïta en Russie recouvre plusieurs enjeux sociaux, diplomatiques, économiques, sécuritaires et commerciaux, précise la présidence. Il s'agira pour les deux pays de renforcer les liens politiques et diplomatiques, raffermir les relations économiques, commerciales et d'investissement, afin de hisser le volume des échanges au niveau de l'excellence des liens politiques. Signer des accords dans les domaines prioritaires tels que l'énergie, l'économie, la défense, l'enseignement supérieur, la culture, l'agriculture et les nouvelles technologies de la communication. Elle serait une opportunité de promouvoir la destination Mali auprès des investisseurs russes, d'aborder les questions sous-régionales, régionales et internationales d'intérêt commun, de rencontrer la communauté malienne ou de préférence la communauté de l'Alliance des États du Sahel AES établie en Russie, de poursuivre et accroître la coopération sécuritaire. Pour rappel, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, avait réservé à la Fédération de Russie son premier déplacement hors des frontières nationales à l'occasion de sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. Et depuis 2021, la Russie est hissée au rang de partenaire privilégié du Mali. Face aux menaces multiformes qui pèsent sur le Sahel, les ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel étaient en conclave à Bamako ce 20 juin 2025 à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Beyi. Cette rencontre permettra, selon les ministres de la Défense de la Confédération, de mettre en place une force unifiée qui permet de renforcer la coopération conjointe et la formalisation du cadre de partage de renseignements. Bakari Msidibé, compte rendu. En effet, la présente réunion des ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel doit permettre de faire une évaluation des opérations conjointes réalisées, d'examiner et approuver les modalités de mise en place de la force unifiée de l'AES. Elle vise aussi à approuver l'avant-projet de protocole additionnel de défense et sécurité et adopter le mécanisme de partage des renseignements d'intérêt militaire. Nous sommes liés par la géographie, par l'histoire,
par les épreuves et surtout par une aspiration commune à la souveraineté réelle. Nous devons donc aller au-delà des discours. Notre engagement doit être pratique, structuré et surtout durable. Nous devons renforcer la mutualisation de nos moyens, harmoniser nos doctrines et surtout faire preuve d'anticipation face aux menaces asymétriques et aux entreprises diverses de déstabilisation. Selon ses dirigeants, la Confédération des États du Sahel est l'expression d'une volonté historique, celle des peuples décidés à reprendre leur destin en main, à briser la chaîne de la dépendance stratégique et bâtir une architecture de sécurité fondée sur la solidarité et la confiance mutuelle. Ainsi, pour ce faire, il souligne que l'espace dispose de nombreux atouts stratégiques, géographiques, humains et politiques. Des menaces partagées, une histoire commune et une proximité géographique et culturelle, des armées aguerries, une volonté politique convergente et une reconfiguration des alliances internationales. Aussi, il importe de rappeler que la réussite de la dynamique de mutualisation engagée par nos États dépendra en partie de leur capacité de financement de nos opérations conjointes et de l'efficacité organisationnelle et de la coordination de celles-ci. Cette rencontre des ministres de la Défense intervient après celle des chefs d'état-major des armées de l'AES qui a mis en place un cadre de concertation et de renforcement de la confiance mutuelle, mais aussi de concevoir et de conduire plusieurs opérations conjointes d'envergure dans l'espace AES. Il nous revient à présent de transformer cet accomplissement opérationnel en un aboutissement politique conformément aux directives établies. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente rencontre ministérielle. Elle présente une étape cruciale de validation politique, stratégique et opérationnelle. Elle permet de garantir une meilleure coordination de nos efforts communs dans une logique d'harmonisation des doctrines, de rationalisation des moyens et d'efficacité dans l'action. Par cette rencontre, les responsables de la défense de l'AES veulent renforcer le cadre de concertation et de coordination des actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et valider les documents essentiels à la mise en œuvre du pilier sécuritaire de la Confédération de l'AES. Nous poursuivons ce journal avec un communiqué du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine dont voici le libellé. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, informe l'opinion nationale que le gouvernement du Mali suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes établis en Iran depuis l'éclatement du conflit dans cette région. Au regard des évolutions préoccupantes de la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, a procédé au recoupement d'informations par l'intermédiaire de notre ambassade à Téhéran et établi un contact direct avec la communauté malienne en Iran. La situation de présence de Maliens dans ce pays se présente ainsi. 3 familles de diplomates maliens avec 9 personnes à Téhéran, 20 étudiants boursiers à Kazvin, une centaine d'étudiants en études islamiques et leurs familles à Caen. Le ministre suit avec une grande attention l'évolution de la situation et rassure que des dispositions sont en cours pour procéder au rapatriement de tous nos compatriotes concernés par la situation et désirant quitter l'Iran. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, invite l'ensemble de nos compatriotes établis en Iran à garder le calme et à éviter les zones à risque. Bamako, le 20 juin 2025, signé par le secrétaire général du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Mme Tangara Nema Guindo. Affaires avions présidentiels et des équipements militaires
Parlons-en. Après Madani Touré, ancien ministre délégué du budget, hier, c'est le tour de l'ancien Premier ministre d'Ibeka, Oumar Tatamli, de se prononcer devant le tribunal sur l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Considéré comme témoin clé dans cette affaire, l'ancien Premier ministre a réaffirmé devant la Cour que la non-transparence dans ces deux contrats fait partie des causes de sa démission au poste de Premier ministre. Le point avec Keita Gabriel. Premier ministre du Mali, au moment des faits, Oumar Tatamli était devant la cour d'assises pour témoigner dans le procès de l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Et c'est par visioconférence qu'il a été entendu ce vendredi 20 juin 2025 dans la matinée, tout comme son ministre délégué chargé du budget l'a été hier jeudi. Lors de son audition, Oumar Tatamli a expliqué avoir eu connaissance des deux contrats en partie, avant d'ajouter que la non-transparence dans ces contrats fait partie des raisons qui l'ont poussé à démissionner de son poste de Premier ministre. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Félix Sissoko, suspecté dans cette affaire, a eu des contradictions avec son Premier ministre au moment des faits. Oumar Tatamli sur les dossiers des équipements militaires et de l'avion présidentiel. M. Lee dit n'avoir pas été associé au projet d'achat de l'avion présidentiel et qu'il a appris par voie de presse et par deux échanges avec le ministre de la Défense et le ministre de l'économie et des finances de l'époque. Il a ensuite nié toute implication dans le dossier des équipements militaires. Les enjeux de ce procès vont au-delà des accusations individuelles touchant de nombreuses personnalités, dont des anciens ministres et des officiers supérieurs de l'armée, tous impliqués dans cette affaire qui remonte au début du mandat du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. La complexité et la gravité des accusations pourraient prolonger la durée du procès d'ores et déjà tumultueux. Le procès suscite un grand intérêt populaire et réserve à chaque audience de nouvelles rebondissements et de nouvelles révélations. Pour les primes de recherche et le paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens, le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP projette une nouvelle grève de 144 heures automatiquement reconductible. Deuxième du genre, après avril dernier, la radicalisation du syndicat s'explique par le non-respect des engagements du gouvernement. Les détails avec Rukiatou Sori Dambeli. Dans une correspondance adressée au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur menace d'observer à partir du lundi 7 juillet 2025 jusqu'à samedi 12 juillet 2025 une grève de 144 heures automatiquement renouvelable si ces revendications ne sont pas satisfaites. Il s'agit de la finalisation de la procédure de la prime de recherche avec rappel à compter de la date de signature de l'ordonnance de 2017 et le paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens. Ce n'est pas la première fois que le SNESUP dépose un préavis de grève d'une telle durée sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le jeudi 20 mars dernier, le ministre chargé du dialogue social avait reçu un préavis de grève de la même intensité. La radicalisation du SNESUP s'explique, selon de ses membres, par le non-respect des engagements pris par la partie gouvernementale. En attendant le 7 juillet, début de la grève, nous espérons qu'un accord entre les deux parties afin que les étudiants, principales victimes de ces grèves, puissent suivre sans interruption leurs cours. Face à la prolifération des activités de braquage sur les différents cours d'eau du cercle de Yanfouila, le préfet Souleymane Koulibaly a décidé d'interdire le braquage dans les lits des fleuves sur toute l'étendue du cercle de Yanfouila. Cette décision du préfet, selon son communiqué, vise à protéger l'environnement et à prévenir les conflits. Commentaire Diakité Lassine. Le dragage est désormais interdit dans les cercles de Yanfouila, région de Boukouni, une décision du préfet du dit cercle. En effet, dans un communiqué qui a informé les populations du cercle, il ressort que ces interdictions s'étendent également à plusieurs autres activités annexes, notamment la fabrication des dragues dans les cercles, le transport des dragues sur tous les territoires du cercle, l'entrée des machines lourdes, peleuses, bulldozers, caterpillars, sans document officiel délivré par les services compétents. Aussi, le chef de l'exécutif préfectoral
préfectorale annonce l'interdiction de la circulation nocturne des engins motorisés de 22h à 6h du matin. Selon les préfets, ces mesures visent à protéger les vies humaines, préserver les espèces aquatiques et l'environnement, mais également éviter les conflits communautaires liés à l'exploitation anarchique des ressources naturelles. Par ailleurs, le représentant de l'État exhorte tous les maires, chefs de village, responsables de jeunes et Tomboulouma à veiller scrupuleusement à l'application de ces mesures. Dans un autre registre, la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée ce 20 juin 2025 à Tombouctou et selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur plus de 122 millions de personnes qui sont contraintes de quitter leur foyer à travers le monde, plus de 137 000 sont sur le territoire malien. Le point avec Boubacar Dité depuis célébré chaque 20 juin à travers le monde, et c'est là depuis 2001, la Journée mondiale des réfugiés est un moment spécifique d'attirer les attentions sur ce phénomène qui touche actuellement, selon le HCR, plus de 122 millions de personnes cette année. Les chiffres concernant le Mali sont alarmants, selon le représentant du HCR. En cette période critique, il est essentiel que nous réaffirmions notre solidarité avec les réfugiés, non seulement avec des mots, mais aussi en prenant des mesures urgentes. Heureusement, les exemples inspirants ne manquent pas, comme le cas du Mali, qui accueille 137 032 réfugiés, dont 13 868 dans le cercle de Bossi, région de Tombouctou, selon la Commission nationale chargée des réfugiés. Célébré sous le thème Solidarité avec les réfugiés, le Conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur de Tombouctou a rappelé à cette occasion les objectifs visés par la Journée mondiale des réfugiés. La Journée mondiale des réfugiés est un appel à la solidarité. Qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses, montrons notre solidarité à l'endroit des personnes déplacées sous pression. Cela contribuera à la stabilisation de nos communautés et même du monde entier. La cérémonie a pris fin par la remise des kits d'abri aux réfugiés et déplacés et de matériel bureautique à la police de l'air et des frontières de Tombouctou. C'est ce qui met fin à ce journal. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h, toujours sur la télé, totalement vôtre pour une autre session d'information. D'ici là, passez une excellente soirée en notre compagnie. À très bientôt.